Marie, honteux de sa femme d'origine étrangère, il l'a présentée comme une employée à son travail. Des années après le divorce, il a tremblé en entendant quelqu'un appeler son nom et a été choqué par la faim. Le soleil se levait sur les rues pavées de Saint-Michel-sur-Loire, peignant le ciel de tons chauds qui contrastaient avec la froide réalité de la vie de Marie-Claire Dupont. À 18 ans, Marie, comme l'appelaient affectueusement les rares personnes qui la connaissaient vraiment, se trouvait piégée dans un monde d'attentes désuètes et de rêves réprimés. La maison de maître de la famille Dupont se dressait imposante au cœur de la ville, ses murs épais gardant des secrets et des traditions remontant à des générations. À l'intérieur de ces murs, Marie se déplaçait comme un fantôme, toujours présente mais rarement vue ou entendue. « Marie-Claire, où sont les chaussures de ton frère ?» La voix de Madame Élise, sa mère, résonna dans les couloirs de la maison. Marie soupira, mettant de côté le livre qu'elle lisait en cachette. « Histoire du féminisme en France », disait le titre, soigneusement caché sous son matelas. « J'arrive, maman », répondit-elle, sa voix à peine un murmure. Tout en cherchant les chaussures d'Alexandre, son frère aîné, Marie ne put s'empêcher de ressentir une pointe de ressentiment. À 22 ans, Alexandre était la fierté de la famille Dupont, étudiant en droit, athlète remarquable et le rêve de toute belle-mère potentielle. « Les voici, maman », dit Marie, remettant les chaussures noires brillantes à sa mère. Madame Élise la regarda à peine. « Merci, ma fille. Maintenant, va aider Rosalie avec le petit déjeuner. Ton père et Alexandre ont besoin d'être bien nourris pour leur grande journée. » Marie acquiesça obéissamment, mais intérieurement son esprit rebelle brûlait d'intensité. En se dirigeant vers la cuisine, son esprit vagabondait vers ses propres rêves. Étudier la médecine, voyager à travers le monde, être indépendante. Des rêves qui semblaient aussi lointains que les étoiles qu'elle contemplait depuis sa fenêtre chaque nuit. Dans la cuisine, l'arôme du café fraîchement moulu et des croissants chauds remplissait l'air. Rosalie, la gouvernante qui avait été plus une mère pour Marie que Madame Élise elle-même, lui sourit affectueusement. « Bonjour, ma petite », salua Rosalie, ses yeux ridés brillants d'affection. « As-tu bien dormi ?» Marie esquissa un sourire sincère, le premier de la journée. « Bonjour, Rosalie. Oui, j'ai bien dormi, merci. » Tout en aidant à préparer le petit déjeuner, Marie ne put s'empêcher de remarquer la différence entre les assiettes. Pour son père et Alexandre, des œufs brouillés au jambon, des haricots blancs et du jus d'orange frais. Pour elle et sa mère, seulement des fruits et du café. Et la salle à manger fut bientôt remplie par la présence imposante de Monsieur François Dupont et le charisme juvénile d'Alexandre. Marie observa en silence comment son père et son frère discutaient avec animation de politique et d'affaires, tandis que sa mère acquiesçait avec admiration. « Alexandre, mon fils, aujourd'hui est un grand jour », annonça Monsieur Dupont, sa voix pleine de fierté. « Je vais te présenter à mes associés du cabinet. Il est temps que tu commences à forger ton avenir. » Alexandre sourit avec confiance. « Merci, papa, je ne te décevrai pas. » Marie ressentit un mélange d'émotions. Envie pour les opportunités qui lui étaient refusées et détermination à forger son propre chemin, malgré les obstacles. « Marie-Claire », la voix de son père l'attira de ses pensées. « J'espère que tu es prête pour ton rendez-vous avec le fils des Moreau cet après-midi. » Marie sentit son estomac se nouer. Les Moreau étaient une famille éminente de Saint-Michel, et M. Dupont voyait en leur fils Étienne un parti parfait pour sa fille. « Mais papa », commença Marie, sa voix tremblante. « Pas de mais, Marie-Claire, interrompit Madame Élise. Il est temps que tu penses à ton avenir. Tu ne peux pas passer ta vie à rêver éveillé et à lire ces livres inutiles. » Marie baissa les yeux, sentant le poids des attentes familiales sur ses épaules. Mais à l'intérieur, une étincelle de rébellion s'alluma. « Ils ne peuvent pas contrôler mon esprit, » pensa-t-elle. « Et un jour, ils ne contrôleront pas ma vie. » Cet après-midi-là, alors qu'elle se préparait pour son rendez-vous non désiré, Marie prit une décision qui changerait le cours de sa vie pour toujours. D'une main tremblante, elle sortit de sa cachette une lettre d'acceptation de l'université Paris-Sorbonne. Elle l'avait reçue des semaines auparavant, fruit d'une candidature secrète et de nuits d'études en cachette. Se regardant dans le miroir, Marie vit au-delà de la jeune fille soumise que sa famille s'attendait à voir. Elle vit une femme forte, déterminée à briser les chaînes de la tradition et à forger son propre destin. « Ce soir, se promit-elle, je ferai le premier pas vers ma liberté. » Alors que le soleil se couchait sur Saint-Michel-sur-Loire, peignant le ciel de tons rougeâtres et dorés, Marie-Claire Dupont se préparait pour une bataille qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce n'était que le début d'un voyage rempli de défis, d'amour, de trahison et finalement de rédemption. La nuit tombait sur Saint-Michel-sur-Loire, et avec elle, le cœur de Marie-Claire battait d'un mélange de peur et de détermination. Le rendez-vous avec Étienne Moreau avait été aussi ennuyeux qu'elle s'y attendait, rempli de conversations superficielles et de regards approbateurs de ses parents. Mais maintenant, dans le calme de sa chambre, Marie se préparait à faire le pas le plus audacieux de sa vie. D'une main tremblante,
elle mit quelques vêtements dans une petite valise. Chaque vêtement représentait un morceau de son passé qu'elle était prête à laisser derrière elle. Au fond de la valise, elle cacha ses économies et la lettre d'acceptation de la Sorbonne, son billet vers la liberté. Un léger coup à la porte la fit sursauter. « Marie ?» La voix de Rosalie semblait inquiète. « Puis-je entrer ?» Marie prit une profonde inspiration avant d'ouvrir. « Entre, Rosalie !» La vieille femme entra, ses yeux sagaces parcourant la pièce jusqu'à s'arrêter sur la valise à moitié pleine. Son visage se remplit de compréhension et de tristesse. « Ma petite, es-tu sûre de cela ?» Marie acquiesça, les larmes menaçant de jaillir. « Je dois le faire, Rosalie. Si je reste, je mourrai à l'intérieur. » Rosalie la serra fortement dans ses bras. « Je sais, mon amour, je sais. » Elle se sépara et sortit un petit paquet de son tablier. « Tiens, c'est peu, mais ça t'aidera sur ton chemin. » Marie ouvrit le paquet pour y trouver quelques euros et une chaîne en or avec un petit crucifix. « Rosalie, je ne peux pas accepter ça. »« Chut, itère la vieille femme, c'est mon cadeau pour toi. Pour que tu te souviennes qu'il y aura toujours quelqu'un ici qui t'aime. » Les larmes aux yeux, Marie serra dans ses bras la femme qui avait été plus une mère pour elle que Madame Élise elle-même. Cette nuit-là, alors que la maison dormait, Marie-Claire Dupont laissa derrière elle sa vie privilégiée mais étouffante. À chaque pas qu'elle faisait en s'éloignant de la maison de maître, elle sentait qu'un poids se levait de ses épaules. Le voyage vers Paris fut un tourbillon d'émotions. Peur, excitation, doute et espoir se mélangeaient dans son cœur. En arrivant dans la grande ville, la réalité de sa situation la frappa de plein fouet. Elle était seule, dans une métropole immense avec des ressources limitées et un avenir incertain. Les premiers jours furent durs. Elle trouva une petite chambre dans une pension de famille dans le quartier latin, dépensant une grande partie de ses économies. Les nuits étaient longues et solitaires, remplies de doutes et de regrets momentanés. Mais à chaque aube, Marie se rappelait pourquoi elle avait pris cette décision. L'université s'avéra être à la fois un défi et une libération. Pour la première fois de sa vie, Marie se trouvait entourée d'esprits curieux comme le sien, de professeurs qui valorisaient la pensée critique et la curiosité intellectuelle. Chaque cours était une aventure, chaque livre une révélation. Mais la liberté avait son prix. Pour subvenir à ses besoins, Marie trouva un emploi à mi-temps dans un café près du campus. Les longues heures d'études et de travail l'épuisaient, mais lui donnait aussi un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Ce fut dans ce café que le destin lui réserva une surprise. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle nettoyait des tables, un jeune homme entra en secouant l'eau de ses cheveux. Grand, aux yeux verts et au sourire facile, Charles Dubois était étudiant en dernière année de médecine. « Excusez-moi, auriez-vous une serviette ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse et aimable. Marie lui tendit un chiffon propre, leurs yeux se rencontrant pour un moment qui sembla s'éterniser. « Merci, » sourit-il. « Je m'appelle Charles, au fait. »« Marie, » répondit-elle, sentant une rougeur monter à ses joues. Cette rencontre fortuite marqua le début d'une amitié qui fleurit bientôt en quelque chose de plus. Charles était tout ce que Marie n'avait jamais connu chez un homme, gentil, respectueux et passionné par l'aide aux autres. En lui, Marie trouva non seulement un compagnon, mais un allié dans sa quête d'indépendance et d'épanouissement personnel. Les mois passèrent et avec eux, Marie construisit une nouvelle vie. Ses notes étaient excellentes. Son travail au café lui apportait de la stabilité et sa relation avec Charles lui donnait un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Mais l'ombre du passé n'est jamais loin. Un après-midi, alors qu'elle marchait sur le campus avec Charles, Marie se retrouva face à face avec Alexandre, son frère. « Marie !» La voix d'Alexandre était pleine de surprise et de quelque chose d'autre, du soulagement. Marie se figea, sentant comme si deux mondes entraient en collision. Charles serra sa main, lui donnant de la force. « Alexandre, que fais-tu ici ?» Son frère la regarda, un mélange d'émotions traversant son visage. « Je suis venu à un congrès de droit. Marie, nous t'avons tous cherché. Maman et papa sont... » « Non, » interrompit Marie, sa voix ferme. « Je ne veux pas savoir. C'est ma vie maintenant, Alexandre. » Alexandre hocha lentement la tête, comme s'il voyait vraiment sa sœur pour la première fois. « Tu as l'air heureuse. »« Je le suis. » répondit Marie, surprise de constater à quel point ces mots étaient vrais. Après un moment tendu, Alexandre sortit une carte de sa poche. « Tiens, au cas où tu voudrais parler un jour. » Marie prit la carte, un pont fragile entre son passé et son présent. Alors qu'elle regardait Alexandre s'éloigner, elle ressentit un mélange d'émotions, nostalgie, tristesse, mais surtout la certitude qu'elle avait pris la bonne décision. Cette nuit-là, dans les bras de Charles, Marie pleura. Elle pleura pour la famille qu'elle avait laissée derrière elle, pour la petite fille qu'elle avait été, et pour la femme qu'elle était en train de devenir. « Tout ira bien, » murmura Charles, caressant ses cheveux. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Marie. » Alors que l'aube pointait à la fenêtre de son petit appartement, Marie-Claire Dupont réalisa que ce n'était que le début de son voyage.
Les défis auxquels elle ferait face seraient nombreux, mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait prête à les affronter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin lui réservait des épreuves encore plus difficiles, qui mettraient à l'épreuve non seulement sa force, mais aussi son cœur. Les années à Paris passèrent comme un tourbillon pour Marie-Claire. Entre la rigueur de ses études de médecine, son travail au café et sa relation florissante avec Charles, les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois avec une rapidité vertigineuse. Ce fut par un après-midi de printemps, alors que Marie étudiait pour ses examens finaux, qu'elle reçut un appel qui changerait à nouveau le cours de sa vie. « Marie ?» La voix d'Alexandre semblait tendue à l'autre bout de la ligne. « C'est papa. Il a eu une crise cardiaque. » Le monde sembla s'arrêter un instant. Malgré les années d'éloignement, malgré les blessures du passé, Marie sentit la peur s'emparer d'elle. Est-il? Elle ne put terminer sa question. Il est stable, mais dans un état grave, répondit Alexandre. Marie, je sais que les choses ont été difficiles, mais nous avons besoin de toi. Il a besoin de toi. Le cœur partagé entre sa nouvelle vie et les liens indéfectibles de la famille, Marie prit une décision. Ce soir-là même, avec Charles à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux, elle monta dans un train en direction de Saint-Michel-sur-Loire. Le voyage fut une montagne russe émotionnelle. Chaque kilomètre qui la rapprochait de sa ville natale apportait avec lui des souvenirs, à la fois doux et amers. Charles, toujours perceptif, prit sa main. « Je suis là avec toi », murmura-t-il. Quoi qu'il arrive, en arrivant à l'hôpital, Marie se retrouva face à face avec son passé. Madame Élise, le visage marqué par l'inquiétude et les années, la regarda avec un mélange de soulagement et de reproche. « Marie-Claire », dit-elle simplement, avant de l'étreindre fortement. Marie fut surprise de sentir les larmes jaillir de ses yeux. Malgré tout, c'était sa maison, sa famille. Monsieur Dupont gisait dans le lit d'hôpital, une ombre de l'homme imposant dont Marie se souvenait. Le voir ainsi, vulnérable et fragile, remua quelque chose de profond en elle. « Papa », murmura-t-elle, s'approchant du lit. Les yeux de Monsieur Dupont s'ouvrirent lentement, se focalisant sur sa fille. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Ma petite Marie », murmura-t-il, « tu es revenue. » Les jours suivants furent un mélange d'émotions contradictoires pour Marie. D'un côté, la joie de renouer avec sa famille, de sentir ce lien qui, bien que tendu, ne s'était jamais complètement rompu. De l'autre, la sensation constante d'être piégée entre deux mondes. Charles, toujours son roc, s'adapta à la situation avec une grâce que Marie ne cessait d'admirer. Il gagna le respect d'Alexandre avec ses connaissances médicales, adoucit Madame Élise avec son charme et parvint même à arracher quelques sourires à Monsieur Dupont lors de ses visites. Ce fut lors d'une de ces visites que Monsieur Dupont, déjà en franche récupération, prit la main de Marie. « Ma fille », commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, « ces années sans toi m'ont fait réaliser beaucoup de choses. J'ai été dur, inflexible. Je croyais savoir ce qui était le mieux pour toi, sans me rendre compte que je te perdais. » Marie sentit les larmes s'accumuler dans ses yeux. « Papa, Laisse-moi finir, » interrompit doucement Monsieur Dupont. « Je suis fier de toi, Marie, de la femme que tu es devenue, de ta force, ta détermination. Pardonne-moi de ne pas l'avoir vue plus tôt. » L'étreinte qui suivit ces mots fut un baume pour des blessures que Marie ne savait pas encore ouvertes. Cependant, la paix nouvellement trouvée allait bientôt être menacée. Un après-midi, alors que Marie et Charles se promenaient dans le jardin de l'hôpital, ils se retrouvèrent face à face avec une figure du passé, Étienne Moreau. « Marie, quelle surprise !» La voix d'Étienne était chargée d'une fausse cordialité. « J'ai entendu dire que tu étais revenu. » Marie sentit Charles se tendre à ses côtés. « Étienne, ça fait longtemps, » répondit-elle, essayant de garder son calme. « Trop longtemps, dirais-je, » sourit Étienne, ses yeux fixés sur Charles. « Et lui, c'est Charles Dubois, mon fiancé, » répondit Marie, se surprenant elle-même par la fermeté de ses paroles. Le sourire d'Étienne vacilla un instant. « Je vois, eh bien, j'espère qu'on se reverra bientôt. Ton père et le mien sont toujours de grands amis, après tout. » Alors qu'Étienne s'éloignait, Marie sentit un frisson. Quelque chose dans son regard, dans la tension de sa voix, lui disait que cela ne s'arrêterait pas là. Ce soir-là, alors qu'il dînait dans la maison familiale, Monsieur Dupont fit une annonce qui tomba comme une bombe. « J'ai réfléchi, » commença-t-il, sa voix encore faible mais décidée. « Il est temps que je pense à l'avenir du cabinet. Alexandre, je veux que tu en prennes la charge. » Alexandre, surpris, acquiesça avec fierté. « Merci, papa. Je ne te décevrai pas. » « Et Marie, » continua Monsieur Dupont, « je sais que tu as ta vie à Paris, mais j'aimerais que tu envisages de revenir. Le cabinet pourrait s'étendre, peut-être une branche de droit médical. » Marie sentit l'air quitter ses poumons. L'offre de son père, bien qu'intentionnée, menaçait de bouleverser tout ce qu'elle avait construit. « Papa, j'ai besoin d'y réfléchir, » parvint-elle à dire. Cette nuit-là, dans l'intimité de son ancienne chambre, Marie se confia à Charles. « Je ne sais pas quoi faire, » avoua-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je les aime, c'est ma famille, mais je ne peux pas abandonner mes rêves
Tout ce pourquoi j'ai lutté. Charles la serra fort dans ses bras. Ta famille t'aime, Marie. S'ils ont vraiment changé, ils comprendront ta décision quelle qu'elle soit. Mais alors que Marie luttait avec son dilemme intérieur, des forces extérieures se mettaient en mouvement. Étienne Moreau, blessé dans son orgueil, et voyant une opportunité de récupérer ce qu'il considérait comme sien de droit, commença à tisser un réseau d'intrigues. Un après-midi, alors que Marie rendait visite à son père au cabinet, elle tomba sur une scène qui la glaça. Étienne et M. Dupont conversaient à voix basse, avec des expressions sérieuses. « Ah, Marie !» sourit M. Dupont en la voyant. « Étienne et moi discutions de quelques affaires familiales. » Le regard triomphant dans les yeux d'Étienne fit sentir à Marie un nœud dans l'estomac. Que tramait-il? Et comment cela affecterait-il sa relation nouvellement reconstruite avec sa famille? Alors que le soleil se couchait sur Saint-Michel-sur-Loire, Marie-Claire Dupont se trouvait une fois de plus à la croisée des chemins. Le passé et le présent entraient en collision, et les décisions qu'elle prendrait dans les jours à venir n'affecteraient pas seulement son avenir, mais celui de tous ceux qu'elle aimait. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que le véritable défi, l'épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement son amour pour Charles, mais aussi sa propre identité, ne faisait que commencer. Les jours à Saint-Michel-sur-Loire se transformèrent en semaines, et Marie se retrouva prise dans un réseau de plus en plus complexe d'émotions et d'obligations. D'un côté, la joie de renouer avec sa famille et de voir son père se rétablir. De l'autre, l'anxiété croissante pour son avenir et l'ombre menaçante d'Étienne Moreau. Un après-midi, alors qu'elle aidait à organiser quelques dossiers dans le cabinet de son père, Marie tomba sur un document qui lui glaça le sang. C'était un contrat prénuptial, avec son nom et celui d'Étienne. D'une main tremblante, elle en lut le contenu. L'accord stipulait la fusion des entreprises Dupont et Moreau, avec Étienne à la tête et Marie comme son épouse. La date était récente. « Qu'est-ce que cela signifie ?» La voix de Marie résonna dans le bureau vide. Monsieur Dupont, qui venait d'entrer, pâlit en voyant le document dans les mains de sa fille. « Marie, je peux t'expliquer… » « M'expliquer quoi, papa ? Que tu as planifié ma vie dans mon dos ? Que tout ce désir de me voir revenir n'était qu'une mascarade ? » Les larmes coulaient sur les joues de Marie, se mêlant à la colère et à la déception. Monsieur Dupont tenta de s'approcher. « Ce n'est pas ce que tu penses. Nous sommes en difficulté, Marie. Le cabinet est notre patrimoine. Étienne a offert une solution. Au prix de mon bonheur ?» Marie n'en croyait pas ses oreilles. « Je croyais que tu avais changé, que tu me voyais enfin comme une personne et non comme une pièce dans ton jeu d'échecs. » Avant que M. Dupont ne puisse répondre, Marie sortit en courant du bureau, le cœur brisé et l'esprit en tourmente. Pendant ce temps, Charles faisait face à ses propres défis. Alexandre, initialement cordial, avait commencé à montrer son vrai visage. Jaloux du succès de Charles et de sa relation avec Marie, il commença à répandre des rumeurs parmi l'élite de Saint-Michel. « Saviez-vous qu'il vient d'une famille de paysans ?» chuchotait Alexandre lors des réunions mondaines. « Il est probablement avec Marie uniquement pour notre argent. » Charles, ignorant ces intrigues, se concentrait sur son travail à l'hôpital local où il avait obtenu un stage temporaire. Cependant, il remarqua bientôt des regards de mépris et des commentaires voilés. Un soir, alors qu'il dînait dans un restaurant, un groupe de jeunes de la haute société s'approcha de leur table. « Regardez qui voilà !» dit l'un d'eux avec un sourire moqueur. « Le médecin paysan et l'héritière rebelle. » Charles se leva, furieux. « Vous avez un problème ?» La situation escalada rapidement, et avant que Marie ne puisse intervenir, les poings volaient. La bagarre se termina aussi vite qu'elle avait commencé, Charles et les autres jeunes étant séparés par le personnel du restaurant. « Ce n'est pas fini, Dubois !» cria l'un d'eux alors qu'il s'éloignait. Marie, choquée, aida Charles à se relever. Qu'est-ce que c'était que ça? D'où vient toute cette haine? Charles, un filet de sang sur la lèvre, secoua la tête. Je ne sais pas, Marie, mais quelque chose me dit que ton frère y est pour quelque chose. La nouvelle de la bagarre se répandit comme une traînée de poudre à Saint-Michel. Madame Élise, horrifiée, confronta Marie ce soir-là même. « À quoi pensais-tu en amenant ce rustre dans nos vies ?» s'exclama-t-elle hors d'elle. « Il est en train de ruiner notre réputation. » Marie, encore sous le choc de la découverte du contrat prénuptial, explosa. « Notre réputation? Et mon bonheur alors? Ou cela n'a-t-il aucune importance tant que tu peux me marier à Étienne et sauver l'entreprise familiale ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Madame Élise, pâle, recula d'un pas. « Comment l'as-tu su ? » « Je sais tout, maman, et je n'arrive pas à croire qu'après tout ce temps, après tout ce que j'ai accompli, vous me voyez toujours comme une marchandise. » Cette nuit-là, Marie prit une décision. Elle fit ses valises et, avec Charles à ses côtés, se prépara à quitter Saint-Michel une fois de plus. Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'ils se dirigeaient vers la gare, une voiture leur barra la route. Étienne Moreau en descendit avec une expression sombre. « Je ne peux pas te laisser partir, Marie. »
dit-il, sa voix chargée d'une émotion que Marie ne put déchiffrer. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Avant qu'il ne puisse réagir, deux hommes descendirent de la voiture et maîtrisèrent Charles, tandis qu'Étienne saisissait Marie par le bras. « Lâche-moi » cria Marie, luttant pour se libérer. « Charles ! Marie !» Charles se débattait contre ses assaillants, mais en vain. Étienne, avec un regard déterminé, parla. « Je suis désolé, Marie, mais c'est pour ton bien. Il y a des secrets dans ta famille que tu dois connaître, et je ne peux pas te laisser partir sans que tu les saches. » Alors que Marie était traînée vers la voiture, elle vit Charles être frappé et laissé au sol. Le véhicule démarra, emportant Marie vers une destination incertaine. Au milieu de la confusion et de la peur, Marie ne pouvait s'empêcher de se demander quel secret pouvait être si important pour justifier cet enlèvement, et comment ces secrets affecteraient-ils sa vie déjà compliquée. Alors que la voiture s'éloignait dans la nuit, Marie-Claire Dupont se trouvait une fois de plus au cœur d'une tempête émotionnelle. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que les révélations à venir ébranleraient les fondements mêmes de son identité et mettraient à l'épreuve chaque lien d'amour et de loyauté qu'elle avait forgé. L'aube trouva Marie-Claire enfermée dans une chambre luxueuse du domaine des Moreau. Son esprit était un tourbillon d'émotions, peur, colère, confusion. Quel secret pouvait être si important pour justifier son enlèvement? Pendant ce temps, à Saint-Michel, Charles se remettait de ses blessures à l'hôpital local. Alexandre, étonnamment, était à ses côtés. « Je sais que tu penses que je suis le méchant de cette histoire, » dit Alexandre, sa voix chargée de remords. « Mais tu dois me croire, je ne savais pas qu'Étienne irait si loin. » Charles le regarda avec méfiance. « Pourquoi devrais-je te croire ?» Alexandre soupira profondément. « Parce que j'aime ma sœur, même si je ne l'ai pas toujours montrée, et parce qu'il y a des choses sur notre famille qu'elle-même ne sait pas. » Au domaine Moreau, Étienne se présenta finalement devant Marie. « Je suis désolé de t'avoir amené ici de cette façon, » commença-t-il, « mais c'était le seul moyen de m'assurer que tu écouterais. »« Écoutez quoi, Étienne ?» lança Marie. « Qu'est-ce qui pourrait être si important ?» Étienne sortit un vieil album photo. « La vérité sur tes origines, Marie. » D'une main tremblante, il ouvrit l'album. Marie eut le souffle coupé en voyant une photo de sa mère, beaucoup plus jeune, dans les bras d'un homme qui n'était pas Monsieur Dupont. « C'est mon père, » expliqua Étienne. « Et le tien aussi. » Le monde de Marie vacilla. « Non, ce n'est pas possible. Ta mère et mon père ont eu une liaison il y a des années, » poursuivit Étienne. « Quand elle est tombée enceinte de toi, Monsieur Dupont, pour éviter le scandale, a accepté de t'élever comme sa fille. » Des larmes coulaient sur les joues de Marie alors que les pièces s'assemblaient, le traitement différent, le favoritisme envers Alexandre. « Pourquoi me dis-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Parce que je t'aime, Marie, » avoua Étienne. « Je t'ai toujours aimé. Et parce que tu mérites de connaître la vérité avant de prendre toute décision sur ton avenir. » Pendant que Marie luttait avec cette révélation, Charles et Alexandre unissaient leurs forces pour la retrouver. « Le contrat prénuptial était un leurre, » expliqua Alexandre en conduisant. « Papa l'a utilisé pour faire pression sur les Moreau, menaçant de révéler le secret s'il n'aidait pas financièrement le cabinet. Charles assimilait l'information. « Alors, tout ça, c'était pour de l'argent ?» Alexandre secoua la tête. « Pas seulement. Papa aime vraiment Marie, même si elle n'est pas sa fille biologique. Je crois qu'une partie de lui espérait qu'en la ramenant, il pourrait réparer ses erreurs du passé. » Au domaine, Marie affrontait Étienne. « Tu crois que ça change quelque chose? Que je vais soudainement tomber amoureuse de toi ?» Étienne la regarda avec tristesse. « Non, mais j'espérais qu'au moins tu me donnerais une chance. Marie, nous avons grandi ensemble. Je te connais mieux que quiconque. »« Tu te trompes, » répondit Marie avec fermeté. « Charles me connaît. Il m'aime pour qui je suis, pas pour qui il croit que je devrais être. » À ce moment-là, on entendit un vacarme à l'extérieur de la pièce. Charles et Alexandre étaient arrivés. « Marie !» cria Charles, faisant irruption dans la pièce. Les retrouvailles furent émouvantes. Marie se jeta dans les bras de Charles, pleurant de soulagement et d'amour. Étienne, vaincu, n'opposa aucune résistance. « Je suis désolé, Marie, vraiment désolé. » Alexandre s'approcha de sa sœur. « Marie, il y a tellement de choses dont nous devons parler. » Le retour à Saint-Michel fut tendu. Dans la maison des Dupont, Monsieur Dupont et Madame Élise attendaient, leur visage marqué par l'inquiétude et la culpabilité. « Marie, » commença Monsieur Dupont, « je sais qu'il n'y a pas de mots pour... »« Non !» interrompit Marie, sa voix ferme mais calme. « Maintenant, c'est vous qui allez m'écouter. » Pendant les heures qui suivirent, Marie parla. Elle parla de son enfance, de son sentiment d'être moins aimée, de ses luttes, ses rêves, ses peurs. Elle parla de la femme qu'elle était devenue, malgré et grâce à tout ce qu'elle avait vécu. Madame Élise pleurait silencieusement. Monsieur Dupont, les larmes aux yeux, prit enfin la parole. « Marie, tu n'es peut-être pas ma fille biologique, mais tu es ma fille dans tous les sens qui comptent. Je t'ai aimée dès le premier instant où je t'ai vue, et je regrette profondément de t'avoir fait sentir autrement. » Alexandre s'approcha de sa sœur. « Marie, je sais que j'ai été un idiot, j'étais jaloux, rancunier, mais tu es ma sœur, et je t'aime. » Charles,
qui était resté silencieux, prit la main de Marie. « Je suis là pour toi, mon amour. Quoi que tu décides, je te soutiendrai. » Marie regarda autour d'elle, cette famille imparfaite mais sienne. « J'ai besoin de temps, dit-elle finalement. Du temps pour assimiler tout ça, pour guérir. » Monsieur Dupont acquiesça. « Nous comprenons. Et nous serons là quand tu seras prête. » Cette nuit-là, alors que Marie et Charles se préparaient à retourner à Paris, un orage éclata sur Saint-Michel-sur-Loire. Les éclairs illuminaient le ciel, comme s'ils reflétaient la turbulence émotionnelle des derniers jours. « Tu es sûr de ça ?» demanda Charles, alors qu'ils chargeaient leurs valises dans le taxi. Marie regarda vers la maison où elle avait grandi, où elle avait souffert, mais où elle avait aussi été aimée, à sa manière imparfaite. « Oui, » répondit-elle, « j'ai besoin de distance pour me retrouver, mais je reviendrai. Cette fois, à mes propres conditions. » Alors que le taxi s'éloignait sous la pluie, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir. Comment ces révélations affecteraient-elles sa carrière en médecine? Pourrait-elle un jour pardonner complètement à sa famille? Et que lui réservait le destin avec Charles? Ce que Marie ne savait pas, c'est que l'univers lui réservait encore d'autres épreuves. Des épreuves qui mettraient à l'épreuve non seulement son amour et sa loyauté, mais aussi sa propre identité, en tant que médecin et en tant que femme. Alors que le taxi disparaissait dans la nuit orageuse, un nouveau chapitre de la vie de Marie-Claire Dupont était sur le point de commencer. Un chapitre rempli de défis, mais aussi d'opportunités de croissance, de pardon et peut-être de véritable bonheur. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse à Saint-Michel-sur-Loire. Marie-Claire Dupont, maintenant une résidente en chirurgie prometteuse dans l'un des hôpitaux les plus prestigieux de Paris, regardait par la fenêtre de son appartement, perdue dans ses pensées. La sonnerie de son téléphone portable la tira de sa rêverie. C'était Charles. « Mon amour, comment vas-tu » La voix de Charles semblait fatiguée mais affectueuse. « Bien, occupée comme toujours » répondit Marie avec un sourire. « Comment ça se passe en Afrique ?» Charles avait accepté un poste dans une clinique rurale au Sénégal, réalisant son rêve d'aider les communautés marginalisées. La distance avait été dure pour tous les deux, mais leur amour s'était renforcé à chaque défi. « Les choses ici sont intenses », dit Charles avec un soupir. « Il y a tellement de besoins, Marie. Parfois, j'ai l'impression que ce que nous faisons n'est pas suffisant. » Marie ressentit une pointe de culpabilité. Alors qu'elle travaillait dans un hôpital de pointe dans la capitale, Charles luttait jour après jour avec des ressources limitées. « Je sais, mon amour, mais tu fais une vraie différence, » lui assura-t-elle. « Dis-moi, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit, à propos de venir faire une spécialisation ici à Paris ?» Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne. « Marie, nous en avons déjà parlé. Ma place est ici. » Du moins pour l'instant. La conversation se termina peu après, laissant Marie avec un sentiment d'inquiétude. Leur chemin professionnel les séparait-il lentement? Le lendemain, à l'hôpital, Marie fut confrontée à l'un des cas les plus difficiles de sa carrière. Une petite fille de 8 ans, Sophie, avait besoin d'une chirurgie cardiaque complexe. « C'est une procédure à haut risque, docteur Dupont », l'avertit le docteur Rousseau, le chirurgien en chef. « Êtes-vous sûr de vouloir en faire partie ?» Marie acquiesça avec détermination. « Je suis prête, docteur. » L'opération fut épuisante. Pendant des heures, Marie travailla aux côtés de l'équipe, sa concentration inébranlable. Lorsqu'ils refermèrent enfin, le soulagement était palpable dans la salle. « Excellent travail, docteur Dupont », la félicita le docteur Rousseau. « Vous avez un brillant avenir devant vous. » Alors qu'elle retirait sa blouse chirurgicale, Marie ne put s'empêcher de penser à Charles. Comprendrait-il l'émotion, l'adrénaline de sauver une vie dans un bloc opératoire de pointe? Ce soir-là, épuisée mais satisfaite, Marie reçut un appel inattendu. C'était Alexandre. « Marie, j'ai besoin de ton aide. » La voix de son frère semblait désespérée. « C'est papa, il a eu une autre crise cardiaque. » Le monde de Marie s'arrêta un instant. « Quoi? Quand? Comment va-t-il? » « Il est stable, mais... » « Marie, les choses ne vont pas bien. Le cabinet a des problèmes. Et papa, je crois qu'il ne peut plus le gérer. » Marie sentit le poids de la responsabilité sur ses épaules. « Je prendrai le premier vol demain. » Après avoir tout arrangé à l'hôpital, Marie se retrouva une fois de plus dans un avion en direction de Saint-Michel-sur-Loire. Les souvenirs de sa dernière visite l'inondèrent, mêlés à une nouvelle détermination. À l'hôpital de Saint-Michel, Marie fut confrontée à une scène familière, mais douloureuse. Monsieur Dupont, relié à des machines, semblait plus petit et plus fragile que jamais. « Marie, » murmura-t-il en la voyant, « tu es venue. » Marie prit sa main, les larmes aux yeux. « Bien sûr que je suis venue, papa. Je suis là. » Les jours suivants furent un tourbillon. Entre s'occuper de son père, aider Alexandre avec les affaires du cabinet et essayer de rester à jour avec ses responsabilités à Paris, Marie avait à peine le temps de respirer. Ce fut lors d'une de ces nuits épuisantes qu'elle reçut un message de Charles. « Mon amour, nous devons parler, c'est important. » Le cœur serré, Marie l'appela. « Charles, que se passe-t-il ?»« Marie, on m'a offert un poste permanent ici au Sénégal. Ils veulent que je dirige la clinique. » Marie sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Mais, et tes projets de spécialisation, de revenir à Paris ?»
Les choses ont changé, Marie. Je sens que je peux faire une vraie différence ici. Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Marie parla. Je comprends, Charles. Vraiment, mais où cela nous laisse-t-il? La réponse de Charles fut interrompue par un tumulte dans le couloir de l'hôpital. Marie entendit des cris et le son d'équipements médicaux en mouvement. Charles, je dois y aller. Quelque chose se passe. Courant vers la chambre de son père, Marie se retrouva face à une scène chaotique. Monsieur Dupont faisait un nouvel épisode cardiaque. Sans réfléchir, Marie prit le contrôle de la situation. Avec l'expérience acquise à Paris, elle dirigea l'équipe médicale locale, effectuant des manœuvres de réanimation avec une précision qui surprit tous les présents. Après ce qui sembla une éternité, le cœur de M. Dupont se stabilisa. Épuisés, Marie et l'équipe médicale se regardèrent avec un mélange de soulagement et d'admiration. « Docteur Dupont », dit l'un des médecins locaux, « vous venez de sauver la vie de votre père. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Marie, encore tremblante d'adrénaline, regarda son père inconscient mais stable. À ce moment, une réalisation la frappa de plein fouet. Sa place était ici. Pas seulement en tant que fille, mais en tant que médecin. Cette nuit-là, veillant sur le sommeil de son père, Marie prit une décision qui changerait le cours de sa vie. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Charles. « Charles, il faut qu'on parle, dit-elle, sa voix ferme mais chargée d'émotion. Je crois que j'ai trouvé ma vraie voie. » Alors qu'elle attendait la réponse de Charles, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir incertain qui s'ouvrait devant elle. Comment équilibrerait-elle sa carrière, sa famille et son amour pour Charles? Pourrait-elle trouver un but à Saint-Michel sans sacrifier ses ambitions professionnelles? Ce que Marie ne savait pas, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui mettraient à l'épreuve non seulement sa relation avec Charles, mais aussi son éthique professionnelle et sa propre identité en tant que médecin et en tant que femme. L'aube se levait à la fenêtre de l'hôpital, promettant une nouvelle journée pleine de défis et d'opportunités. Pour Marie-Claire Dupont, ce n'était que le début de son véritable voyage de découverte de soi et d'accomplissement. Les mois qui suivirent la décision de Marie de rester à Saint-Michel-sur-Loire furent un tourbillon de changements et de défis. L'hôpital local, impressionné par ses compétences lors de la crise de M. Dupont, lui offrit un poste de chirurgienne résidente. Marie accepta, y voyant une opportunité de faire une différence dans sa ville natale. Cependant, la transition ne fut pas facile. L'hôpital de Saint-Michel, bien que compétent, manquait des ressources et de la technologie de pointe auxquelles Marie s'était habituée à Paris. Chaque jour était une lutte pour offrir les meilleurs soins possibles avec ce qu'elle avait sous la main. Un matin, alors que Marie faisait ses rondes, elle tomba sur un cas qui lui brisa le cœur. Léa, une petite fille de 10 ans, souffrait d'une condition cardiaque complexe, nécessitant une chirurgie que l'hôpital n'était pas équipé pour réaliser. « Je suis désolé, docteur Dupont, » dit le docteur Martin, le directeur de l'hôpital, « mais nous n'avons tout simplement pas les ressources pour ce type d'intervention. » Marie regarda les yeux pleins d'espoir de Léa et de ses parents et prit une décision. « Je vais passer quelques coups de fil, » dit-elle avec détermination. Il doit y avoir un moyen. Ce soir-là, Marie se retrouva à composer un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois, celui de Charles. « Marie ?» La voix de Charles semblait surprise mais chaleureuse. « Comment vas-tu, Charles? J'ai besoin de ton aide. » Marie lui expliqua la situation de Léa. « Je sais que tu as des contacts dans des organisations internationales. Penses-tu que tu pourrais... » « Bien sûr, Marie, » répondit Charles sans hésiter. « Je vais passer quelques coups de fil. On verra ce qu'on peut faire. » La conversation devint personnelle, tous deux conscients de la distance qui s'était créée entre eux. « Tu me manques, Marie, » dit doucement Charles. Marie sentit un nœud dans sa gorge. « Tu me manques aussi, Charles. Mais je sais, » l'interrompit-il. « Nos chemins sont différents maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à faire partie de la vie l'un de l'autre. » Après avoir raccroché, Marie resta à regarder par la fenêtre, pensant à ce qui aurait pu être et à ce qui pourrait encore être. Les jours suivants furent une montagne russe émotionnelle. Grâce au contact de Charles, une opération pour Léa fut organisée dans un hôpital parisien. Marie accompagnerait la petite fille et participerait à l'opération. Alors qu'elle se préparait pour le voyage, Marie ne put s'empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nostalgie. Retourner à Paris signifiait affronter son passé et les décisions qu'elle avait prises. À Paris, Marie se plongea dans l'environnement familier du bloc opératoire high-tech. L'opération de Léa fut un succès et Marie ressentit l'émotion que seul le fait de sauver une vie peut procurer. Ce fut pendant la convalescence de Léa que Marie reçut une visite inattendue. Étienne Moreau, toujours aussi élégant, apparut à la porte de la chambre d'hôpital. « Marie, quel plaisir de te voir, » dit-il avec un sourire prudent. « J'ai entendu dire que tu étais en ville et, eh bien, je voulais voir comment tu allais. » Marie le regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Je vais bien, Étienne.
« Que fais-tu vraiment ici ?» Étienne soupira. « La vérité est que je voulais m'excuser. Pour tout. J'ai suivi une thérapie, j'essaie d'être une meilleure personne. Et une partie de cela consiste à faire face à mes erreurs passées. » La conversation qui suivit fut intense mais cathartique. Marie découvrit qu'elle pouvait pardonner, non seulement à Étienne, mais aussi à elle-même pour la rancœur qu'elle avait gardée. De retour à Saint-Michel, Marie fut confrontée à une nouvelle série de défis. Le succès de l'opération de Léa avait attiré l'attention de la communauté médicale locale. Le docteur Martin la convoqua dans son bureau. « Docteur Dupont, votre travail avec la petite Léa a été extraordinaire, commença-t-il. Je voudrais vous offrir un poste de chef du nouveau service de chirurgie pédiatrique que nous prévoyons de créer. » Marie resta sans voix. C'était une opportunité incroyable, mais aussi un énorme défi. « C'est une offre très généreuse, docteur Martin, mais d'où viendront les fonds pour ce nouveau service ?» Le docteur Martin sourit. « Ah, c'est l'autre partie de la nouvelle. La Fondation Moreau a offert un don substantiel pour moderniser notre hôpital. Il semble que quelqu'un ait parlé en très bien de vous auprès d'eux. » Marie sentit que le monde tournait. L'opportunité de créer quelque chose de significatif dans sa ville natale, de faire la différence dans la vie d'enfants comme Léa, c'était tout ce dont elle avait rêvé. Mais cela signifiait aussi s'engager à long terme à Saint-Michel, fermant potentiellement la porte à une réconciliation avec Charles. Ce soir-là, assise dans le jardin de la maison familiale, Marie se confia à Alexandre. « Je ne sais pas quoi faire, Alex, » avoua-t-elle. « J'aime mon travail ici, j'aime pouvoir aider notre communauté. Mais parfois j'ai l'impression de renoncer à une partie de moi-même, à mes rêves de faire de grandes choses en médecine. » Alexandre l'écouta attentivement avant de répondre. « Marie, tu te souviens quand nous étions enfants et que nous rêvions de changer le monde ? Eh bien, regarde-toi maintenant. Tu changes le monde, impatient à la fois. Ce n'est peut-être pas dans un grand hôpital de la capitale, mais l'impact que tu as ici est réel et significatif. » Les paroles d'Alexandre résonnèrent en Marie. Il avait raison, mais il manquait encore une pièce au puzzle de sa vie. Prenant son téléphone, Marie composa le numéro de Charles. « Charles, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin de te parler, » dit-elle quand il répondit. « J'ai beaucoup réfléchi et je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation honnête sur notre avenir. » Alors qu'elle attendait la réponse de Charles, Marie ressentit un mélange de peur et d'espoir. Elle savait que la conversation qu'elle était sur le point d'avoir pourrait changer le cours de sa vie pour toujours. Ce que Marie ne savait pas, c'est que le destin lui réservait une dernière épreuve. Une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement son amour pour Charles et son engagement envers sa communauté, mais aussi sa propre identité, en tant que médecin et en tant que femme. Alors que le soleil se couchait sur Saint-Michel-sur-Loire, peignant le ciel de tons dorés et rosés, Marie-Claire Dupont se préparait à affronter le chapitre le plus difficile de sa vie jusqu'à présent. Un chapitre qui déterminerait non seulement son avenir, mais aussi celui de tous ceux dont elle avait touché les vies dans son voyage.